Dans cet épisode, je discute avec David, que j'ai rencontré il y a quelques mois en ligne via la communauté Discord du podcast Hérétique. Et en parlant d'Hérétique, j'en profite pour vous dire que j'ai été interviewée sur ce même podcast. Donc si vous voulez m'entendre parler des liens entre mon propre parcours de foi et mon parcours amoureux et sexuel, ça se passe là-bas. Le lien d'écoute est en barre d'infos. Mais revenons-en à David. Il est protestant, il a grandi dans les milieux évangéliques et s'est marié à l'église dans les règles de l'art. Entendez par là en suivant une morale chrétienne stricte, pour laquelle la relation amoureuse et la sexualité s'inscrivent uniquement dans le cadre du mariage. Sauf qu'une fois marié, le plan ne se déroule pas comme prévu. Et ce qui a été le but ultime devient peu à peu un cauchemar. Je vous laisse sans plus tarder avec ce témoignage important sur les conséquences très réelles d'une sexualité autant rendue taboue qu'elle est mise sur un piédestal. Bonjour David. Salut. Merci d'être venu jusqu'à chez moi pour enregistrer cet épisode. Ça fait longtemps qu'on s'en parle en plus. Ouais. Tu es un auditeur de la première heure de QBeni, donc merci beaucoup. Et tu es d'ailleurs abonné au Tipeee, donc j'en profite pour refaire de la pub que si vous vous abonnez au Tipeee, vous pouvez faire des dons ponctuels si vous le souhaitez. Mais à partir de 5 € par mois, vous avez aussi accès à un super Discord. Donc, n'hésitez pas à venir discuter sur le Discord. Et merci à toi pour ta confiance. Voilà. Et tu es le premier protestant que j'interviewe. Je suis ravie, après avoir interviewé beaucoup de catholiques, avec un parcours dans les églises évangéliques dont tu vas nous parler. Ouais. Est-ce que tu veux bien te présenter comme tu le souhaites ? Voilà, je m'appelle David. Je suis né dans une famille de missionnaires néerlandais. J'ai pas vraiment vécu aux Pays-Bas. Donc des Pays-Bas, en fait, j'ai vu vraiment que la langue, en fait, qui est restée la langue que j'utilise avec mes parents. Et encore, j'ai envie de dire, parfois c'est difficile parce que voilà, c'est vraiment à l'enfance, quoi. Donc je suis arrivé vraiment en France et je me sens quand même plus français, même si on a toujours mis l'étiquette de néerlandais sur moi, quoi. Mais parce que voilà, j'ai vécu dans le sud, à Marseille. Du coup, on a déménagé à Marseille quand j'avais 5 ans. Et alors, par où est-ce qu'on commence ? Alors, je vais te poser ma question. On reviendra sur le parcours avant si tu le souhaites. Ouais. Mais cette question que je pose presque à chaque fois, qui est, est-ce que tu te rappelles d'une première fois où tu as entendu parler de sexualité et de relations amoureuses dans un contexte chrétien ? Ouais, complètement. Les premières fois que j'en ai entendu parler, c'était au groupe de jeunes de l'église. C'était un sujet où on parlait de fréquentation. Donc il y avait le groupe qui était on était assez nombreux dans ce groupe-là à l'église. Donc tu étais dans une église évangélique, ouais, église et dans ce cadre, tu allais toutes les semaines ou régulièrement dans un groupe de jeunes. On était très impliqués déjà. Alors, je viens d'une famille très impliquée. Moi donc on allait au groupe qu'on appelait pré-ado, et puis les ados, puis c'est devenu le groupe de jeunes. Enfin, c'était un peu la même génération. Il y avait une tranche d'âge vraiment dans cette église-là. On avait à peu près tous le même âge. Et donc, c'est venu à peu près... à quel moment pré-ado ou ado Vraiment plutôt, vraiment vers les 14-15, où ça a commencé à parler de relations, où en fait, c'était un sujet parce qu'il y avait justement déjà des relations... entre des personnes justement du groupe de jeunes. Il y avait des petites choses qui se créaient comme ça, et c'est venu petit à petit avec justement un ensemble de règles, en fait, sans pouvoir en échanger vraiment sur donc dans ce groupe de jeunes, il y avait un côté un peu prescriptif où les encadrants vous faisiez passer des messages sur qu'est-ce que doit être l'amour et la sexualité. Oui, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, on parlait pas de sexualité. C'était plus niveau fréquentation. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Qu'est-ce qu'on a le droit Et tu te rappelles de ce qu'on avait le droit ou pas de faire ce qu'on Par exemple, pour reprendre un exemple,
n'avait pas le droit d'embrasser avec la langue. Ok. Mais on pouvait faire des bisous sans la langue avant le mariage. C'était la règle. Oui, okay. Je pense que ça, du coup, c'était autorisé. Okay. Alors, c'était peut-être pas dit comme ça. C'était en creux de l'interdiction. Voilà. C'est genre, il y a l'interdiction et en creux, tu sais l'autorisation. Parce que et l'explication qui t'est amenée avec ça, c'est resté longtemps. Hein. Et voilà, pour moi, ça s'est appliqué pour ma vie. Enfin, j'y croyais et tout. Donc, l'explication qui allait avec, c'était en fait la langue. En fait, le fait de faire un bisou avec la langue, c'est une pénétration. Et la pénétration, c'est spirituel. Ah, oui. Et du coup, tu es en train de faire quelque chose de divin ou de l'ordre du spirituel et pas. Et donc de la sexualité, même si on disait pas le mot sexualité, quoi. Voilà. Okay. Et donc du coup, non, on le disait pas. Évidemment, c'était pas le sujet. Évidemment, contexte évangélique, c'est très purity culture. Et je pense que c'est comme ça que ça a commencé. Oui, et du coup, parce qu'on en a parlé un peu dans l'épisode avec Pamela, mais je ne sais pas si on a donné le mot purity culture, donc cette culture de pureté, mais on utilise toujours le terme anglais. Du coup, c'est vraiment cette idée de la sexualité, c'est un don de Dieu, mais seulement à l'intérieur du mariage et du coup en dehors. Enfin, oui, et en dehors, tout est mauvais. Ouais. Il faut aussi pas de sexualité potentiellement avec soi-même, enfin pas de masturbation. Voilà. Enfin, c'est vraiment une sexualité partagée dans le mariage. Que tu découvres, en fait, tu es censé découvrir que bien plus tard. Ça fait partie. C'est comme ça que c'est vu. Puis il y a beaucoup de choses qui sont non dites, en fait. Donc en fait, tu t'accroches à ce qui est dit, et ce qui est dit, souvent, c'est les règles, ce qui va trop loin, ou des choses qui... Sauf que du coup, il n'y a pas d'échange sur qu'est-ce qu'on croit, ou qu'est-ce qu'on ressent, enfin, qu'est-ce qu'il y a des choses qui... voilà, enfin... En fait, le vécu est différent pour chacun, et en tout cas, pour le mien, ça a été très compliqué de gérer ce sujet, en tout cas. Mais parce que à ce moment-là, comment ça se passait ? Enfin, est-ce que tu avais une vie amoureuse ou comment ça se passait aussi dans ta famille ? Enfin, c'était quoi ton contexte à toi ? Parce que je disais, il y a des amis ou des gens qui avaient des fréquentations entre eux, donc il y avait des sortes de rébellions, ou enfin, en tout cas, des gens qui avaient des relations. Ouais, c'était pas forcément mal vu, mais par contre, il fallait assez vite les écarter, quoi. Dès qu'ils étaient ensemble, en gros, c'était écarté. Bon, pareil dans la. Ils étaient exclus du groupe de jeunes ? Pas forcément, non, mais juste écartés physiquement. L'un de l'autre. Quoi. Genre l'un de l'autre, dès qu'il y avait un rassemblement ou quoi, en fait, où il y avait un truc un peu axé sport, on les mettait dans des équipes différentes et tout. Il y avait un truc comme ça de genre, on sépare les petits couples là. Okay. Et du coup, toi, c'était pas trop. Moi, j'étais pas encore amoureux ou quoi que ce soit. Moi, c'est venu quand même un peu plus tard, vers 17 ans. Et voilà, un crush, quoi. Et là encore, c'était dans les règles. Hein. Donc, c'était la fille sage à l'église. Et dans ta famille, vous en parliez pas de sexualité quand tu étais jeune ? Pas du tout. C'est vraiment un sujet ultra tabou. Et donc, c'est intéressant ce que ma mère m'a dit par rapport à ça, c'est que justement, on a juste eu une conversation en fait, où elle m'a expliqué en fait, plus tard tu voudras d'autres choses que les jouets, les petites voitures et tout ça, quoi. Enfin, en gros, il va y avoir un moment où en fait tu vas franchir une ligne, quoi, comme si. C'est le passage à l'âge adulte. Voilà. Et je comprenais pas, mais ça m'est resté. Parce que du coup, elle évoquait pas la chose. Elle disait juste tu vas avoir d'autres envies. Ouais, tu vas vouloir d'autres choses. C'est clairement ça qu'elle m'a dit. Okay. Et bon, c'est hyper intéressant. C'est hyper mystérieux, quoi. C'est hyper intéressant en même temps parce que c'est pluriel en même temps. Donc c'est intéressant aussi. Mais je pense qu'elle avait vraiment du mal à en parler. Je pense que c'est héréditaire aussi de l'Église et de l'environnement, du conditionnement un peu dans lequel on vit. Après, voilà, je sais que elle lisait un bouquin en fait sur la sexualité des ados et elle m'en parlait pas du tout. Par contre, moi, je le lisais en cachette, quoi. Ok, t'as lu en cachette le livre qu'elle lisait elle-même pour s'éduquer parce que t'étais fils unique ? Non, je suis le troisième d'une... je suis le troisième enfant, ouais.
Mais elle, c'est marrant, du coup, parce que des fois, il y a le truc de c'est l'aîné où ça pose toutes les questions et après, les derniers, on leur lâche un peu la grappe. Ouais. Et que du coup, il y a eu cette auto-éducation, en tout cas, qu'elle s'est posé ces questions avec toi. Ce que je remarquais, c'était en tout cas avec ma sœur. Donc au moment où je découvre un petit peu ça, c'est que ma sœur, en fait, avait bien plus de règles. Sur la façon de s'habiller, sur la façon dont elle sortait, des choses comme ça. En fait, elle avait beaucoup plus de règles. Après, moi, j'étais bien plus jeune, donc j'avais pas les mêmes envies, j'avais pas les mêmes. J'étais pas du tout de son âge, donc on n'a pas encore. Sauf que du coup, moi, quand j'arrive à cet âge-là, j'ai pas du tout les mêmes règles en fait. Parce que apparemment quand t'es une fille tu peux pas avoir un truc un peu plus tôt, un peu plus court ou quoi. Ça c'était vraiment c'était vraiment plus compliqué pour elle. Du coup, toi, en fait, moi j'ai pas eu ce truc de tu as le droit de faire ça, tu as pas le droit de faire ça. C'était vraiment seulement quand c'est arrivé que justement en fait il y a eu ce truc de débouler dans la chambre et de dire ça t'as pas le droit en fait, ou de quand une certaine chose arrive de me dire devant tout le monde ce qui arrive. Par exemple, la première fois que j'étais confronté à la pornographie, où j'ai je sais pas comment dire, consommé de la pornographie. Le fait que mon père m'humilie devant toute ma famille, enfin qu'il le mentionne en tout cas devant tout le monde, au lieu de en faire ou de m'en parler à moi, quoi. Surtout que lui n'a eu aucune discussion sur la sexualité avec toi, enfin, contrairement à ta mère qui, alors c'était très mystérieux, mais elle t'en a parlé à un moment donné, quoi. Et puis, enfin, moi je pense que même déjà là, j'avais envie de discuter avec mon père par rapport à ça. Je me souviens en tout cas de moments où moi je lui ai demandé des choses et j'ai pas eu de retour, enfin pas d'échange que je cherchais, quoi. Enfin, j'avais des questions qui étaient liées par rapport à mon physique, des choses comme ça, où je me sentais plus à l'aise de les demander à mon père. Et en fait, je sentais que il te répondait pas. Silence radio, enfin presque silence radio, quoi. Enfin mais en fait, il y a ce message dans l'Église, c'est que ton corps t'es créé parfait et tu vas comme si en fait ça va suivre son chemin, donc il y a un peu ce plan qui est écrit pour toi. Moi je suis un people pleaser, je suis là pour plaire vraiment, depuis tout jeune. J'aime bien quand les gens sont heureux et c'est vraiment ça qui m'apporte beaucoup de satisfaction. Et en fait du coup c'est vraiment comme s'il y avait un livre qui était déjà écrit pour moi, toutes les premières pages et l'avant du bouquin était déjà écrit. Il fallait juste écrire la suite, quoi. On te dit en mode pas besoin de te poser de questions parce que Dieu répondra et la vie répondra à tes questions, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, si t'arrive un truc, c'est que du coup un peu c'est de ta faute. C'est que t'as pas assez prié, ou c'est que t'as pas assez la foi, ou des choses comme ça. Donc ça m'a instrumentalisé un petit peu ta croyance pour en fait toi en fait te dénigrer, quoi. Enfin comment dire, c'est un truc de ce que je ressens, c'est du coup t'es pas assez, parce que si jamais David ne t'apporte pas les réponses et Dieu ne t'apporte pas les réponses, ça veut dire qu'il y a un problème avec toi. Bien sûr. Et si t'as pas le droit de les poser à tes parents, que t'as pas le droit de les poser à ton église, dans ton groupe de jeunes et tout, du coup t'es seul face à toi-même avec ces questions, quoi. Mais en fait et le livre de ta mère, il répondait, c'était quoi que tu lisais en cachette? Est-ce qu'il répondait à ces questions? Pas vraiment, ça m'a éclairé, mais je pense que ça a été vraiment au tout début, c'était genre vers les 16 ans. Moi j'ai je sais pas si je peux dire ça comme ça, j'ai plus un développement plus tard de mon corps, quoi, et en fait je découvrais en même temps, quoi, et c'était hyper intéressant. Je me souviens pas trop spécifiquement, mais je me souviens que c'était un peu des règles, quoi, genre ton fils a le droit de faire ça, ton fils a le droit de faire ça. C'était vraiment que orienté garçon, d'ailleurs. Je suis en train de me dire pourquoi, en fait, mais un livre pour les fils, comment gérer la puberté et l'entrée en sexualité. Parce qu'en fait il y a que les fils qui ont une sexualité ou quoi, n'importe quoi, enfin, mais bon. Je me souviens pas trop spécifiquement, mais en tout cas je me souviens que c'était genre il a le droit de faire ça, et puis si tu le vois faire ça, tu dois le reprendre,
Enfin, c'était voilà, un peu catégorique, quoi, genre sur ça. Mais il n'y avait pas de mention de discussion. Ça, je me souviens pas qu'il y avait mention de communication ou de choses où en fait, il fallait mettre un peu peut-être son enfant à l'aise, quoi. Donc voilà. Mais comme je disais, vraiment là où ça a été plus abordé, c'était vraiment le groupe de jeunes. Le groupe d'ados où en fait du coup il y a eu des premières relations et aussi du coup les camps chrétiens. Pour moi ça a été à Teen Street en Allemagne et il y avait ce truc de pureté, ça a commencé vraiment dès que mais en fait mon premier c'était à 15 ans et je me rends compte que vraiment c'était on part du principe que du coup, tu vas être une page blanche le jour de ton mariage, quoi. Enfin, tu vas commencer à écrire quelque chose par rapport à la sexualité à partir de là, quoi. Et à 17 ans, du coup, tu as une première petite relation amoureuse, c'est ça ? Ouais. Première petite relation amoureuse. C'était vraiment... Enfin, j'ai envie de dire, c'est quelques dates, mais ça te touche très très fort à cet âge-là. T'as vraiment plein d'émotions qui te traversent. Donc c'est qui tu rencontres comment cette c'était une fille de pasteur, voilà, dans le contexte du groupe de jeunes. Donc voilà, bien dans les lignes, évidemment. C'était voilà une personne qui est d'un milieu chrétien, évangélique, surtout évangélique. Et voilà, c'était vraiment le cas. Donc en fait, tu vois un feu vert, quoi. Enfin, tu vois. Et puis voilà, t'es amoureux. C'est beau. Donc vous êtes vus quelques fois, vous avez fait des sorties. Juste quelques fois. Okay. Et tu vis ça, voilà, des petits bisous. Et puis voilà. Des petits bisous sans la langue. Voilà. Alors en fait, peut-être pas. Déjà, il y avait une remise en question. Ouais. Bon, et du coup, et du coup, qu'est-ce qui se passe avec cette première relation Honnêtement, je sais même plus trop comment ça a terminé. Ok. Ça a fini et puis je me suis dit, mais en fait non, c'est pas pour moi. Je vais jamais relationner, je vais jamais me marier. J'étais vraiment très je me suis vraiment mis comme ça en tête, mais non, je vais servir Dieu. Ok. Il y avait cette sorte d'idée qui pourtant, dans le milieu protestant, j'ai l'impression des fois est moins fort. Il y a ce côté catholique de célibat consacré. Bon, on peut l'avoir aussi de se dire, je sais qu'il y a même des passages dans la Bible qui sont un peu là en mode non mais le célibat quasi c'est ça qui te rapproche le plus de Dieu. Oui. Et le mariage c'est pour les gens les plus faibles de nous. C'était vraiment fréquent dans mon milieu. Aussi de se dire que le célibat c'était quelque chose de particulièrement noble. Dans les collègues de mes parents, en fait, c'était très fréquent. Ok. Donc, c'était pas une image. Et puis, je pense pas que mes parents l'encourageaient spécialement, mais en tout cas, c'était des gens que j'avais que je côtoyais quand même pas mal comme adulte. Donc, des gens que tu vois comme exemple, quoi. Donc, il y avait une tension en toi entre la possibilité d'un mariage et la possibilité d'un célibat et de suivre Dieu. Ouais, c'est ça. Okay. Donc, c'est là déjà que ça commence à se séparer un petit peu le côté spirituel et côté relationnel, quoi. Mais du coup, j'étais très, très... je m'étais vraiment dit non, ça sera pas pour moi. Okay. Ça a pas duré longtemps. Vraiment pas longtemps. Pourquoi ? Je sais pas pourquoi exactement. Je ferais pas. Je sais pas trop. Il s'avère que du coup, juste quelques mois plus tard, c'était quoi ? Peut-être 4 mois plus tard, je rencontre quelqu'un en ligne. À l'époque de Skyblog. Je sais pas si t'as connu. Non, je suis un tout petit peu trop jeune, mais vraiment de pas grand-chose. Quoi. J'aurais pu encore en avoir un. Mais... voilà, moi je rencontrais beaucoup de gens sur Skyblog comme ça, donc, où tu as des blogs et tu exposes ta vie privée en toute naïveté en 2007. Et voilà, donc moi j'ai changé beaucoup, je passais beaucoup de temps là-dessus. Et en fait, je rencontre quelqu'un
Et là, Ouais. t'as quel âge? Là, j'ai 17. Ok. Oui, c'est quelques mois. T'as eu 17 ans, cette petite relation, elle Ouais. s'arrête et quelques mois après. Oui, c'est vraiment quelques mois tu plus rencontres tard. cette femme. Et en fait, on commence à discuter, comme beaucoup de gens, mais c'était vraiment une relation de confident, quoi. Donc vraiment très une amitié vraiment très très forte qui s'est développée au fur et à mesure. Là encore, du coup, c'était quelqu'un d'un milieu évangélique. Donc ça, c'est rassurant pour le David à 17 ans. Donc fille de missionnaire aussi. Voilà, donc tout ça, c'est des green flags quoi, pour l'époque, évidemment. Et du coup, voilà, c'est une amitié qui naît comme ça. Qui peu à peu en fait se transforme avec des sentiments, avec des questionnements, voilà, avec vraiment une proximité qui est assez proche, même s'il y a une distance assez grande Géographique. et géographique. Donc à l'époque j'étais à Marseille, et ensuite j'attaque mes études. Donc il y a une relation un petit peu à distance qui se crée. Vous vous dites que vous avez des sentiments amoureux ou quoi, enfin... Ouais, ça s'est créé vraiment à partir de la première fois qu'on s'est vu en vrai, quoi. Et ça s'est fait au bout de combien de temps après cette relation à distance, enfin le démarrage? Ça s'est fait après quelque chose comme un an, je pense, quelque chose comme ça. Vous vous êtes rencontrés où? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Elle est descendue à Marseille. Okay. Elle avait que 16 ans. Et puis voilà, on a passé une semaine ensemble et donc voilà, ça s'est transformé en quelque chose où il y avait des sentiments qui se sont développés, quoi, au fur et à mesure, qui n'étaient pas là forcément avant. Mais voilà, vraiment basé sur une amitié très forte et sur des points communs comme la musique, des choses comme ça, enfin une culture chrétienne en fait très très forte et voilà, des goûts musicaux très proches et tout. Et voilà, donc ça a commencé... Et du coup, vous en parlez vite de cette envie de se marier, enfin d'être en relation et de se marier. Direct, ouais. Enfin, je dis du coup parce que c'est le schéma, quoi. Ouais, mais c'est venu... Ouais, non, mais c'était même une discussion, je pense, même en tant qu'ami, quoi. Enfin, directement, moi, si j'entre en relation, c'est que pour ça. Enfin, c'est parce que je veux plaire, se marier et avoir des enfants. C'est genre... parce que mon chemin est tout tracé et donc voilà, donc je sais que Dieu veut ça pour moi. Et du coup, vous avez une relation à distance, vous voyez une fois à Marseille et c'est ça, il y a une relation à distance de je pense, quelque chose comme 2 ans. Okay. Le temps de moi que je finisse mes études. Et puis je me rapproche, je déménage en fait à Lille. Et là, niveau église, tu arrives à Lille, tu vas directement... Et donc, en fait, donc moi, directement, quand j'arrive à Lille, en fait, comme j'ai pas de repères, je connais personne ici, je me tourne directement vers... alors, je sais pas si je peux nommer les organisations. Peut-être qu'on peut laisser un petit flou. Voilà. Les organisations universitaires. Ah oui, chrétiennes. Voilà, chrétiennes. Si vous savez, vous savez. Moi, d'études bibliques ou de retrouvailles entre chrétiens évangéliques, donc vraiment spécifiquement évangéliques. Donc j'arrive tout de suite dans ce milieu-là, et avec ce truc aussi de suractivisme évangélique, quoi, de tout de suite vouloir m'engager en fait. Donc tu fais ton alternance, tu vois cette jeune femme le week-end, et tout le reste du temps tu t'engages pour l'église, quoi. Ouais, pas forcément une église, mais un groupement de jeunes, quoi. Ouais. Et en fait, mais pas vraiment engagé, mais que ça m'intéresse en vue de m'engager, quoi. Et tu participes beaucoup aux événements et aux choses qui sont proposées. Et en fait, assez vite, je me rends compte vers cet âge-là que vers mes 20 ans, que en fait, je suis mal à l'aise d'être dans une assemblée, en fait. Je suis mal à l'aise d'être participant. J'ai trop besoin d'être devant, quoi. Ah, ok. Ce mal à l'aise, il vient de cette envie de prendre plus de place. Parce que, en fait, j'ai pas eu vraiment ce truc, comme je te disais, déjà à l'adolescence, en fait, de
d'être devant, quoi, d'être à la musique ou voilà, comme je viens d'une famille de musiciens en même temps. D'être assez vite impliqué dans tout ce qui est louange. Oui, quand tu étais dans l'église de tes parents ado, tu étais déjà dans la louange. C'est ça. Et là, tu as envie de reprendre cette suite, place. Et pas d'être dans une assemblée ou pas d'être juste consommateur, en fait. Moi, ça a toujours été mon rêve d'être à la louange. Je voyais, pour moi, c'était les cool kids, alors que j'étais dans une église luthéro-réformée. Donc, on n'avait pas non plus. Il n'y avait pas tous les instruments. Oui, c'est ça. Mais j'étais quand même là en mode, c'est tellement stylé d'être à la musique. Qu'est-ce que j'ai envie d'être à la musique, quoi. C'était vraiment mon rêve. Ouais, non, moi j'ai commencé direct, déjà ado, je pense vers mes 16 ans, j'étais déjà à la basse ou à la batterie. Et puis ça a migré vers la guitare, et puis bien plus tard le piano. Multi-instrumentiste, tu pouvais tout faire. non, mais en fait j'ai eu des facilités grâce à ma famille, quoi. Et c'est ça qui a permis du coup que je m'engage très très vite dans l'église de la personne avec qui je relationnais. Bon, du coup, tu es dans la louange, tu as cette relation amoureuse et la suite, c'est le mariage, j'imagine. Ouais, donc en vue, évidemment, donc, dans cette relation, c'était vraiment en vue de se fiancer, quoi. Donc ça se fait assez vite, donc ça se fait en 2012. C'était combien de temps après que tu sois arrivé dans le Nord ? C'était 2 ans après, quoi. Ok. Ouais. Donc je finis un petit peu mon alternance. 2 ans, en vrai, tu dis que c'est tôt, mais ça fait quand même. Enfin, j'ai l'impression que niveau chrétien, vous avez eu 2 ans à distance. C'était et long. 2 ans. En fait, c'était vécu. En vrai, c'est vu comme long, quoi. Ah oui, c'était vécu comme long. Ouais. Vraiment. Ah oui. C'était mais non, mais ça fait autant de temps. Ouais. Surtout que j'ai l'impression que avant. Ça. Alors, j'en sais rien si c'était le cas pour vous, mais que du coup, si tu restes trop longtemps avec quelqu'un sans être marié, la suspicion de ne pas être chaste, j'ai l'impression qu'elle devient plus forte parce qu'on est en mode c'est pas possible qu'ils soient ensemble depuis 4 ans et qu'il se passe rien, quoi. Enfin, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Après, moi, je quand sais pas on si se voyait, de toute façon, c'était toujours chez ses parents ou c'était à l'église ou il n'y avait pas de date vraiment genre à Lille ou à un certain endroit. Ça se fait vraiment que plus tard, vers la fin des fiançailles, où il y a vraiment eu un rapprochement beaucoup plus proche parce que moi, du coup, j'ai déménagé sur Bruxelles où j'étais en coloc en fait chez 2 personnes. Pour du coup pas vivre ensemble, voilà, alors que c'était tout à fait, ça aurait pu en fait. Logistiquement, ça aurait pu, mais en tout cas c'était pas voulu. Et c'est là que du coup, ça, c'était la préparation au mariage. Et le pasteur du coup te convoque à 2. Pour te faire passer quelques messages, mais en gros c'était vraiment hyper entonnoir, quoi. C'était vraiment genre vous aurez le droit de faire ça, vous aurez le droit de faire ça, et puis il faudra gérer l'argent comme ça. Et c'était vraiment plus la vie à 2 en fait. Mais c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on te dit comme qu'est-ce que c'est ces permissions ou ces trucs qu'on t'explique à ce moment-là ? T'as des exemples concrets ? Vraiment c'était plus je réfléchissais pas forcément comme ça, mais c'était vraiment plus dans le sens de donner des rôles en fait. Ok. Le mari s'occupe de ça. Et la femme s'occupe de ça. Et genre le mari s'occupe de ramener de l'argent. Voilà, il pourvoit. Ou des choses comme ça. Ça c'était un peu plus. Mais il était en mode et femme, c'est ton rôle de faire la cuisine. Enfin, ça allait. C'était aussi peut-être pas aussi didactique. Loin. Ça allait peut-être pas aussi loin, mais en tout cas, ça donnait plus des rôles de genre, toi, t'es le chef et la femme se soumet. Oui, c'est plutôt des rôles symboliques que forcément dire ça à faire. Ouais, vraiment, c'était peut-être pas si spécifique, mais en tout cas, il pouvait le citer, tu vois, comme exemple de dire moi ça se passe comme ça chez moi et ça se passe très bien, donc vous allez recopier ça et ça va bien se passer. J'étais pas forcément d'accord et je pense que mon amoureuse elle était pas non plus. Oui, parce que parce que du coup j'ai l'impression que j'ai plein de cathos qui m'écoutent. Pour tous les cathos qui nous écoutent, les pasteurs se marient, donc eux peuvent donner leur expérience, mais bon, avec ce côté prescriptif de dire c'est ça la bonne manière de faire, quoi. C'est ça. Je pense qu'on était un petit peu plus ouvert, elle et moi, mais comme je vais parler de moi, je pense que il y avait ce truc surtout de vouloir plaire à Dieu et de vouloir suivre ce que la Bible dit. Et s'il y a un verset spécifique que le pasteur me sort,
T'es d'accord. Enfin, voilà, c'est comme ça. C'est la vérité. Voilà, c'est comme et ça. à ce moment-là, donc, tu le remets pas en question. C'est super, t'es heureux, ça tu se vas te questionne marier. pas. Donc voilà, et t'es heureux et tu penses que t'as vraiment toutes les armes pour démarrer ça, qui en fait, tu démarres surtout une relation réelle à deux, de vivre ensemble. Et du coup, sous l'étiquette du mariage. Dans un engagement qui est vraiment très fort et très symbolique. Donc vous vous mariez? On se marie en 2014. Je sais pas par où commencer. C'est un très beau jour. Oui, le mariage c'est chouette. Le mariage en soi, magnifique journée quoi. Très bien organisé. Puis du coup dans votre église, j'imagine. Ouais, c'est ça. Donc avec la tout le monde, communauté, avec tout le la monde vous personne. connaît, parce Voilà. que des fois les gens qui vont à des mariages religieux, et moi j'ai cette vision aussi que tu vois des trucs un peu froids avec un prêtre qu'on connaît pas ou un pasteur, Très, non, un peu. Mais en fait, quand les gens sont vraiment dans la religion et dedans, ça veut dire qu'en fait c'est tes potes, c'est ta communauté, c'est ta famille. Enfin, oui, c'est vraiment les gens de la communauté surtout. Donc ça peut être hyper touchant et fort, quoi. Oui, bien sûr. Il y a la famille, bien sûr. Toute la famille n'est pas forcément croyante. Donc là aussi, il s'agit de faire passer un message. Bah oui, c'est une bonne occasion, le mariage, pour ramener des agneaux éloignés à soi. Ouais, bien sûr. Et mais vraiment très beau message. Enfin voilà, très belle journée. Enfin, vous êtes heureux. Vraiment quelque chose de super. Et en fait, tu as ce truc de quand tu te maries à 24 ans avec ce bagage-là de voir beaucoup de choses en noir et blanc, tu te dis je suis dans le bon, donc ça peut que bien se passer. En plus, vous avez fait tout by the book, quoi. Enfin, voilà. Vous avez attendu le mariage pour de la sexualité, vous vous êtes vu qu'avec... Alors, peut-être pas à 100%, mais... pardon, non, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, c'était le désir vraiment... Il y a eu enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas il y avait ce désir profond et en tout cas de ce qu'il y a eu, moi ça a créé chez moi énormément de culpabilité. Et en fait le truc, ce que je veux, en fait ce truc de la culpabilité, donc c'était vraiment très très fort, de tout ce qui était ressenti par rapport à la sexualité en général, surtout par rapport à moi-même. Donc c'était déjà là avant, donc pendant la période des fiançailles, c'était déjà là avant par rapport à moi, à ma relation, à mon corps, comment mon corps s'active. Je sais pas comment dire ça autrement. Et tu du coup, le truc, il y avait ce truc de tu voyais le désir comme quelque chose de mauvais, comme quelque chose de mauvais. Enfin oui, parce que en fait, c'était hors mariage, parce que c'était hors mariage, et donc. Parce que c'était il fallait que ça soit seulement avec la personne avec qui tu te maries. Sauf que du coup cette culpabilité en fait elle reste après le mariage. Difficile de l'avouer en fait, d'en parler, surtout parce que c'était pas un sujet. C'était pas Parce que le message que tu as dû avoir, qu'il y a dans ces milieux, c'est en fait c'est une bénédiction de Dieu, et une fois qu'il y a le mariage, pareil, il n'y a pas à se poser de questions, quoi. Tout va être super chouette, et puis on va switcher comme une sorte de. Il y a quelques voix quand même, il y a quelques personnes autour qui disent mais ça va être difficile, et justement, mais de le tourner de la façon à dire en fait. Tu vas être attaqué sur ce sujet. Donc attaqué, ça veut dire attaqué par spirituellement, le diable, en fait, tu vas avoir, il y aura quelque chose d'extérieur, de spirituel qui risque de t'attaquer juste sûrement sur ça, pour essayer de séparer le couple, essayer de séparer l'image justement que tu donnes. Et donc si tu ressens de la culpabilité, c'est que tu es attaqué par le diable. Alors justement non, justement c'est intéressant ça. Mais justement cette culpabilité, moi j'ai toujours cru vraiment pendant autant d'années que c'était justement Dieu qui me parlait en fait. C'est comme ça que je le traduisais. C'était le Saint-Esprit me dit que en fait j'ai fait une erreur, qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il y a quelque chose qui va pas, et que je déplais à Dieu. Sauf que ça continue après la cérémonie de mariage, après la nuit de noces.
et surtout que en fait c'est un sujet qui n'a pas forcément été abordé avant, puisque c'était tabou. Voilà, moi je parle de moi. Enfin voilà, j'en ai très peu discuté avant. Et aussi avec elle, avant le mariage, il n'y a pas eu de discussion sur la sexualité. Je pense qu'il y en a eu. Honnêtement, je n'ai pas trop de souvenirs, mais je ne pense pas qu'il y a eu des discussions vraiment si profondes sur qu'est-ce que tu as besoin, comment est-ce que tu définis telle chose. C'était plutôt Dieu a défini ça pour nous. Donc, pas du tout les mêmes attentes. Donc, moi, j'ai des attentes totalement, peut-être vraiment exagéré, parce qu'en fait je me dis en fait ça va être génial, ça va être top et tout, et aussi avec ce bagage de la femme doit plaire, doit se soumettre, même si je le remets en question, c'est quand même ça fait partie de mon bagage en même temps, donc c'est des choses qui te travaillent, qui sont quand même là, mais évidemment cette envie de vivre ça à deux, c'est très très fort. Et du coup, ça commence vraiment des différences d'attente qui sont pas du tout les mêmes. Et en fait, vous vous en rendez compte du coup dans le mariage que vous n'avez pas les mêmes attentes, quoi. C'est en fait, mais on n'arrive pas à le dire, pas à se le dire parce que c'est hors du plan. Enfin, donc pour moi, ça a été impossible de le formuler. Et gros problème de communication là-dessus, de ne pas pouvoir s'ouvrir et dire en fait moi en fait ça me va pas, ou de dire comment est-ce que tu vois ça, comment est-ce que tu vois telle chose, mais du coup assez vite dans le mariage il y a ce problème-là qui n'arrive pas à être formulé, tout simplement. Vous dites, en fait, on nous a promis cette bénédiction où tout allait... C'était moi qui disais ça, ouais. Enfin, c'est vraiment, j'avais ce truc, moi, on m'attendait à ça, et puis... Et en fait, ça se passe pas, quoi. Enfin, en tout cas, ça se passe pas comme vous avez prévu. C'est pas aussi... lumineux et tout marche comme vous pensez pour la sexualité, quoi. Ouais, exactement. Donc et du coup, il y avait ce truc de vraiment du coup c'est de ma faute. C'est ce que tu te disais, toi. Tu disais c'est ta faute si c'est de ma faute si ça passe pas bien, c'est moi qui ai pas mis les conditions, c'est moi qui et en même temps je suis très mal informé, et donc du coup par exemple, pour dire, j'en ai juste jamais parlé, quoi, avant. J'étais hyper gêné quand il y avait des discussions par rapport à ça au lycée, donc j'en ai juste jamais parlé au lycée. Et je me souviens d'une conversation en BTS où les filles étaient un petit peu plus âgées, elles avaient déjà relationné et tout, et moi j'étais juste tellement gêné. Je me souviens de rougir devant tout le monde, quoi, dès qu'il y avait une discussion un petit peu sur la sexualité ou sur ça, et du coup moi, comme je voyais vraiment ce truc, ce truc que tu mets vraiment sur un piédestal, c'est la finalité, quoi. Et du coup, en fait, tu te maries aussi vraiment pour ça. C'est le cadeau, quoi. Ouais, c'est vraiment cherry on top. Et du coup, tu vois tout le truc. Enfin, t'as une attente et tu mets vraiment des projecteurs là-dessus, ou j'imagine, j'en sais rien, tu me diras, mais tu te l'imagines aussi, j'imagine, avant du mariage, de comment ça va être super et lumineux et incroyable, et ce beau cadeau, où toutes ces projections, elles ont eu des années pour en fait, il y a un fantasme, quoi, de ce que ça va être, quoi. Complètement, parce que du coup, je me dis, toute ma créativité que j'ai déjà, ça va aussi s'exprimer comme ça. Sauf que en fait, tu pars pas du tout du principe que l'autre a aussi un bagage, et tu n'es pas une feuille blanche. Et en plus, personne n'est une feuille blanche, parce que tu parles, toi, de toute cette culpabilité préexistante de ton désir, et de comment on peut pas... ça, c'est beaucoup dit dans les réflexions par rapport à ces milieux et la purity culture, c'est pas un interrupteur où tu peux passer de la culpabilité à une sexualité joyeuse et épanouie, et sans jugement, et tout se passe bien juste parce que c'est dans un cadre qui est
légal au sens religieux. Exactement, quoi. ouais, c'est clair. C'est Du coup, ça marche pas. Et ça, tu es toujours dans des groupes de jeunes adultes ou quoi dans l'église, tu es toujours dans le groupe de louange. J'imagine qu'il y a d'autres couples mariés. Moi, je vous en parlez ensemble j'arrive pas trop à en parler, c'est très très dur pour moi déjà d'en parler dans mon couple. Et c'est ultra dur d'en parler pour moi. Il y a vraiment énormément de honte. Et en fait, je me tourne, je pense, vraiment pas vers les bonnes personnes à ce moment-là. Je me tourne d'abord vers ma belle famille, qui sont mes confidents et qui vont savoir énormément de détails en fait sur votre intimité, sur ça. Et en même temps, ça me rassure parce que voilà, c'est des personnes qui sont croyantes, et avec mes parents c'est beaucoup plus difficile parce que c'est des sujets jamais plus abordés. Ça veut pas dire que je suis full à l'aise, mais en tout cas c'est les personnes avec qui je suis le plus réussi à en parler quoi. À l'aise, pas forcément à m'ouvrir entièrement, mais en tout cas à l'évoquer. Et en fait il va y avoir un peu ce truc de suivi même presque de leur part par rapport à ça. Et du coup, c'est seulement bien plus tard que, en fait, bien trop tard, en fait, il va y avoir un peu ce truc de, on va en parler à un pasteur. Et on en parle au pasteur, et le pasteur nous guide vers un autre pasteur. Et ce pasteur, en fait, on passe de pasteur à pasteur, ou de personne qui est dans l'église et qui, où en fait, il y a vraiment ce rapprochement de spiritualité, sexualité, où en fait dès qu'il y a un souci, c'est que c'est spirituel. C'était vraiment très très enseigné dans l'église, en tout cas à Tournai. Et du coup, tu cherches les réponses là où tu penses qu'elles sont. Et donc en fait, on pense se faire aider par des pasteurs qui vont prier. Et au final, le message... Oui, du coup, cette aide spirituelle, ça veut dire des prières. Voilà. Des prières. Voilà. Et donc, au final, le message qui passe à ce moment-là, c'est... tu es pas assez engagé, ou tu es pas assez croyant, tu pries pas assez, ou tu te consacres pas assez, il faut que tu te sacrifies. Et est-ce que ça m'intéresse dans les rapports genrés, c'est quelque chose qui est passé également à vous deux, ou est-ce que c'est passé plus à toi comme message? C'était peut-être plus à moi, je sais pas trop. Peut-être qu'on lui disait peut-être en privé. Peut-être qu'on lui disait en privé tout simplement, mais c'est parce que tu te soumets pas. Je sais pas. Mais en tout cas, là aussi, c'était difficile d'en parler, même après, parce que voilà, la parole, c'est pas délié, quoi. Donc en fait, même si vous étiez accompagné et que vous en parliez dans une certaine mesure à ces pasteurs ou ces encadrants, ça n'améliorait pas le fait que vous vous en parliez entre vous, quoi. Non. C'est resté très très compliqué. Pour moi, je pense que de mon côté, il y avait vraiment ce truc de culpabilité par rapport à dès qu'il y avait une introspection, je me sentais sale, quoi. Enfin, je me sentais pécheur, et il y a vraiment ce truc très de pas assumer, enfin de pas, je sais pas comment dire, de pas s'accepter, quoi. Enfin, j'ai honte de ça, j'ai honte et en même temps j'ai très très envie de vivre ça dans le couple, quoi. Donc mais t'as honte de quoi particulièrement? Enfin, c'est quoi elle se loge dans quoi exactement à ce moment-là, la culpabilité, la honte? En fait, la sexualité, je commence à la vivre pas dans le couple, quoi. Enfin, plus tout seul. Ok. Oui, du coup, ça veut dire que là, il y a un autre chemin qui se crée en parallèle dans ce mariage où, du coup, ça c'est très compliqué. Tout simplement, la masturbation, c'est mauvais.
n'est-ce pas? Je dis oui, mais vraiment, je vois que tu dis oui. Dans ce cadre-là, même à ce moment-là où vraiment ça n'allait pas. À ce moment-là, on me demande même de témoigner devant les jeunes à l'église par rapport à ça. Et le thème, c'est vraiment ça. Pour dire que la masturbation, c'est mal. Que la masturbation, c'est mal. Okay. Et que la sexualité, c'est vraiment réservé. Mais est-ce qu'on savait que tu étais en train de vivre que par ailleurs? Non, c'était pas du tout. C'était donc, un timing. Vraiment, c'était le timing vraiment très mauvais. Okay. Donc, tu as témoigné là-dessus? Non, justement, j'ai pas été. J'ai refusé poliment. Mais c'est drôle quoi, qu'on me sollicite par rapport à ça. En même temps, voilà, à l'image que donnait le couple que je formais, c'était vraiment un beau couple. Et, oui, ça m'intéresse. Ça, c'est comment est-ce que vous étiez vus de l'extérieur? Tous les deux très engagés à l'église, et donc sur le devant de la scène presque tout le temps. En fait, j'ai vraiment très très peu été assis dans l'assemblée, en fait, tout simplement. Donc, je pense pas qu'il y a eu... Vous étiez tous les deux sur le devant de la scène, donc vous étiez un couple public, on va dire. Ouais, enfin, public, c'est ça, même si elle n'était pas forcément à la louange, elle n'était pas à la louange, mais en tout cas engagée avec les enfants, ou alors engagée avec la projection des paroles, des choses comme ça. Et du coup, c'est l'image aussi de ce couple engagé. Est-ce que ça arrivait que des gens viennent vous voir en mode... Vous êtes un couple qui fait rêver ou j'en sais rien, qu'on vous prenne comme modèle. Non, mais le fait de me dire que je suis un exemple. Ouais. Ok, toi tu te disais je dois montrer l'exemple. Et du coup, tu dis ok, waouh, je dois prendre ça au sérieux, quoi. Okay. Et est-ce que du coup, j'imagine, je comprends aussi le fait que ça mette des années, même juste de voir des pasteurs, parce que j'imagine que voir des pasteurs, c'est aussi potentiellement effriter cette image de couple parfait en montrant que et du coup, oui, c'était pas du tout, on n'en parlait pas du tout. Quoi. Oui, bien sûr, ça restait très secret. Au fur et à mesure, le pasteur va aussi plus se mêler, encore plus. Donc, moi, je vais appeler ça vraiment une ingérence ça va vraiment monter crescendo, ce truc. En fait, tout simplement, un beau jour, en fait, le pasteur me convoque et me dit, mais en fait, tout ça, c'est parce que tu prends pas autorité en fait sur elle. C'est parce que, il me dit, est-ce que tu l'as forcé en fait? Et je dis non. Mais il me le dit dans le sens d'un reproche, quoi. Ouais. Que en fait, c'était ça qu'il fallait faire dès le départ. Ouais. Donc là, moi, ça me heurte énormément. Et je me dis mais là vraiment il y a un truc qui s'est cassé quoi. Je me dis là je suis vraiment pas au bon endroit en fait. Et puis aussi ma belle famille qui mentionne ça, mais pas de la même façon, plutôt sous les termes en fait tu sais t'es le chef de ta famille, c'est je sais pas, à l'époque, sur le moment, je sais pas exactement comment le comprendre. Je le comprends juste un tout petit peu après qu'en fait, c'était par rapport à ça. C'était un peu de côté de cette idée générale que tu es chef de famille. Et donc, je dois dire comment ça doit se passer. Quoi. Ouais, et aussi sur ce sujet, même si c'est pas forcément évoqué frontalement. Voilà, en tout cas, moins frontalement que ce pasteur qui te dit vraiment tu es chef de ta famille et du coup, tu es chef de cette sexualité. Et le problème, c'est que tu ne sois pas assez autoritaire en fait. C'est ça. Okay. Et là vraiment je chavire quoi. Je sais pas comment dire ça. Il y a une tempête qui se crée là. En même temps, c'est une violence folle. Enfin, c'est vraiment un appel au viol. Appel au viol. Oui, c'est ça. On peut le dire. Ouais. J'en fais pas part du tout. Enfin, je garde ça pour moi parce que c'est trop dur en fait, même à évoquer, à dire. Et du coup, moi, je me sentais vraiment de plus en plus mal. Donc vraiment, c'est vraiment vers ces années-là, genre 2021, 2022, que en fait, on commence à consulter des gens pros, quoi. Okay. Oui, en fait, c'est après d'avoir vu de se dire, mais là, l'église, en tout cas, là, de ton côté, à minima, ça commence à plus aller, quoi. Ouais. Que vous allez voir des professionnels de santé pas chrétiens, quelle hérésie. Ouais, c'est ça. Du coup, un petit peu pas le choix aussi, d'un certain côté. Et puis, par contre, on trouve un thérapeute de couple qui, lui, est de confession chrétienne. Et en même temps, genre, je me souviens que pendant les premières consultations,
en fait, j'avais énormément besoin de savoir ce qu'il croit. Pour être rassuré, en fait. Pour les solutions qu'il allait me donner, que ça allait matcher avec ce que je crois, quoi. J'avais vraiment ce truc, je pense, pendant les 2 ou 3 premières. Et comme il s'ouvrait pas, évidemment, normal. C'était pas à lui de raconter sa vie. Oui, exactement, c'était à moi. Oui. J'avais un peu cette frustration-là. Donc vous voyez ce thérapeute de couple. Donc, de confession chrétienne. Démarre une thérapie de couple, ouais. Et en fait, il y a vraiment ce truc de... j'ai besoin de me sentir sujet, quoi. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont... Je me rends compte qu'au fur et à mesure qu'il y a des choses qui sont vraiment écrites à ma place. On écrit un peu mon histoire. Et ça s'est surtout fait vraiment à partir du moment où en fait j'ai décidé que non, ça s'arrête, en fait. On va s'arrêter là. Et enfin, ça s'est pas fait tout de suite, du jour au lendemain. Ça fait vraiment on va dire par étapes, genre en mode en fait ça me va plus. Et puis voilà, quelques mois plus tard, hop, comme ça, communiquer de différentes façons, de manière écrite, surtout parce que à l'oral, en fait, j'avais énormément du mal. Avec ton épouse, alors, vous... C'est ça. Ok. Et t'as commencé à lui partager certains messages que t'avais pas du tout partagés ces années précédentes par écrit. C'est ça. Ok. Et du coup, voilà, ça se fait comme ça. Du coup, il y a peut-être un petit peu plus d'ouverture, un petit peu plus d'échange de ce truc, comme j'en parlais tout à l'heure, de qu'est-ce que ça veut dire pour toi ceci, qu'est-ce que ça veut dire pour toi cela. Donc les discussions que vous n'avez pas eues là depuis, en fait, ces discussions-là, normalement, 8 ans, elles 9 ans. auraient dû avoir lieu bien plus tôt. Ouais. Ça, c'est après qu'on se le dit. Ouais. Donc là, cette première thérapie de couple hors de l'église, ça permet enfin, en fait, de faire... ce travail, en tout cas, commencer quelque chose où commencer en fait, à vraiment échanger ensemble et se dire les choses. Quelles étaient exactement tes attentes. Et en fait, là, il s'est passé 9 ans, quoi. En fait, il y a tellement de tensions, ça a créé tellement un poids, je pense, sur elle et sur moi, que en fait, ça crée beaucoup d'attentes à court terme. D'attente de résultats. Là, il faut de se dire, bon, là, ça fait X années, donc maintenant, il faut que ça change tout de suite. Du coup, je pense que ça met une pression énorme. En fait, c'était une pression constante dès le départ, parce que probablement pour elle, à se dire, je plais pas à mon mari, ou ça lui va pas, ou des choses comme ça. Mais du coup, la pression, elle est vécue des deux côtés. Parce qu'on se dit, je suis pas assez, j'en fais pas assez, ça continue un petit peu ce discours-là. Et le fait de dire ça ne va pas, ça n'a pas vraiment réussi à sortir. Enfin, au niveau de la communication, tout simplement, le fait de dire ce sujet-là, en fait, c'est vraiment pas ce que je recherche. Ça ne me va pas. En fait, la séparation, c'était un peu l'expression de ça, quoi. Il fallait que ça arrive. Parce que tout simplement, j'arrivais pas à l'exprimer, quoi. Donc un beau jour, c'est la séparation. Du coup, c'est aussi la conséquence de cette thérapie de couple, de comment c'est pas la conséquence parce que c'est moi qui décide. Oui, tu décides, mais du coup, à un moment, tu te dis, c'est bon, mais c'est sûr que oui, il y a une conversation en privé avec le thérapeute qui moi m'a fait faire lever le frein à main, quoi. M'a dit certains trucs sur les couples, sur les statistiques de violence conjugale, des choses comme ça, et en fait je me suis dit mais j'ai pas du tout envie d'en arriver là, quoi. J'imagine que ça va en écho aussi avec ce pasteur. On était peut-être déjà, quoi, de se faire violence autant. Et donc un beau jour je me lève et je pars. Ok. Je fais ma valise et je pars et je coupe tous les ponts. Ok. Oui, parce qu'en plus là, c'est tout est imbriqué, quoi. Tout est imbriqué. Cette amoureuse, la belle famille, la communauté religieuse. Et c'est important parce que moi, comme je suis arrivé là, j'étais un petit peu la pièce rapportée. Oui, tu venais pour ce couple. Enfin, c'est ce couple qui t'avait fait venir ici aussi. Et donc, en fait, il y a un petit peu tout ce monde qui s'effondre. Faut bien savoir que moi, les cercles d'amis que je me créais, c'était pas des amitiés très profondes. En fait, je m'ouvrais pas vraiment
à d'autres personnes en dehors de l'église, quoi. Et donc vraiment il y a cette séparation qui est extra difficile, quoi, c'est hyper dur. Enfin, c'est vraiment c'est mon monde qui s'écroule entièrement, quoi. Et en fait, je me dis, Dieu m'aime plus que ça. C'est vraiment à ce moment-là, mais Dieu m'aime plus que ça. Et je pense qu'il y a quelques personnes de l'église, de la communauté, pas forcément de mon église, mais qui me rassurent par rapport à ça, par rapport à... En fait, ce que j'ai peur vraiment, c'est d'être exclu, pas de la communauté, mais d'être exclu, d'être rejeté de Dieu, je pense. Oui, directement. Puisque je voulais surtout plaire à Dieu pendant vraiment toutes ces années. Je vais plus croire dans le même Dieu, en fait, à partir de là. Donc en fait, il y a une imbrication entre cette séparation et ce lien à Dieu, quoi. Peu à peu, je me dis, mais c'est pas possible que Dieu me mette dans un truc aussi encadré et que je me sente aussi cloisonné pour un truc qui au final fonctionne pas. Fonctionne très très mal. Et en parallèle, du coup, avec mes parents, ça se passe vraiment vraiment très très mal à ce moment-là. Pour cette même raison. Puisqu'ils réagissent extrêmement mal à ma séparation. Ils réagissent vraiment très très mal. Ils le prennent vraiment personnellement. Okay. Et puis voilà, la méthode à l'évangélique, j'ai envie de dire, c'est balancer des versets pour créer de la culpabilité, pour créer Job, tu sais, il l'a eu pire, des choses comme ça. C'est exactement des choses que j'avais entendues de la part des pasteurs. En gros, quoi. cette souffrance, elle était... c'est passager, et puis en fait, c'est ton cheval de bataille, et la solution n'est jamais toi, la séparation. Voilà, oui, c'est ça, bien sûr. Tous mes proches, donc mes amis qui sont chrétiens, l'énorme majorité réagissent un peu de la même façon. Il y a 3 méthodes. Je les catégorise un petit peu dans 3. Dis-nous. dans 3 tiroirs. C'est le silence, tout simplement, le ghosting. Ok, on arrête de te parler du jour au lendemain. Ouais. Vraiment, genre pas de réponse. Ouais. Genre, oui, même quand toi tu essayes de recréer le contact. Vraiment, genre pas de réponse. Genre vraiment d'ignorer. Vraiment pas de retour, quoi. Donc bon, ça c'est assez violent déjà de base. Puis l'autre réaction surtout, c'est je ne suis pas d'accord. Donc c'est même pas genre de sortir la Bible. La Bible dit que, mais vraiment je suis pas, je valide pas. Okay. J'ai vraiment eu plusieurs de mes proches qui m'ont dit ça, et moi derrière en fait je réagissais assez vite en mode mais j'ai pas besoin de ta validation ou de dire que... Surtout que tu l'as cherché pendant tellement d'années, enfin là il y a un truc de... J'ai pas besoin de te faire plaisir en fait. Voilà, t'as pas su ce que j'ai vécu, je me suis jamais vraiment ouvert. Et en fait il y a une demande de justification qui va vraiment prendre place, surtout de la part de mes parents. Pas une demande d'explication, mais vraiment de se justifier. En fait, j'ai vécu ça de manière horrible, et ils vont vouloir en fait chercher le truc vraiment comme si c'était vraiment le truc le plus insupportable à vivre, alors qu'en fait c'est pas si grave, alors qu'en fait il n'y a pas tellement à dramatiser. En fait, il n'y a pas tellement c'est pas si grave que ça. C'est juste que ça ne m'allait pas. Et en fait, cette phrase-là, elle est impossible à accepter. Et qu'en plus, ce qui est grave, c'est de vous faire du mal l'un l'autre dans une relation qui ne fonctionne pas. C'est vraiment la conséquence, c'est que oui, c'est destructeur. Vraiment, ce truc de ça ne me va pas. Il est absolument pas accepté. Et puis la troisième réaction, attends, j'essaie de me souvenir parce que ça je l'ai pas noté.
Oui, bien sûr, moi, je l'ai déjà mentionné, mais c'est de balancer des versets, sans demande même sans interprétation. Juste on t'envoie comme ça, de but en blanc, des versets. Mais c'est assez brutal, quoi, parce qu'au final, je vois une situation et j'ai la réponse pour toi, en fait. Oui. Au lieu de dire comment est-ce que tu te sens, ou de prendre des nouvelles, ou de est-ce que tu as peut-être travaillé là-dessus même, tu vois, enfin des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ce que tu as envie sur la suite, de comment est-ce que ça affecte la suite du coup de ta foi et la suite de ta vie amoureuse et sexuelle? Qu'est-ce qui se passe après cette séparation? En fait, assez vite, donc je découvre, j'ai une phase de découverte, j'ai vraiment ce truc de un besoin d'aventure. Je pense que on est un petit peu fait de ça. On a besoin de sécurité, on a besoin d'aventure. Et ça, vraiment, ça va être très très fort. Et ça va en fait me rassurer sur vraiment donner la vraie définition de j'ai envie de ça. J'en ai envie aussi. Si j'en ai pas envie plus tard, je te le dis. Des choses comme ça. Donc tu redécouvres une sexualité après cette séparation, dans un cadre plus sain, joyeux, où les choses peuvent être discutées déjà. Voilà, peuvent être discutées, ou même pas forcément discutées, ou en fait tout simplement, il y a du non-verbal qui parle aussi. Qui évidemment, il y a beaucoup plus de choses qui passent en non-verbal. Mais en tout cas, où il y a vraiment de l'échange, et en fait c'est très très sain, quoi. Enfin, c'est très je sais pas comment dire ça autrement. C'est jouissif. Et toi, tu réussis à ce moment-là de te séparer d'une certaine culpabilité et de donner de la place à cette aventure et à cette exploration. Absolument pas de culpabilité. Elle est totalement disparue. Et en parallèle, vraiment, je me dis, mais je peux pas croire que Dieu m'exclut d'un truc où il m'a créé comme ça, quoi. Où il m'a créé avec un tel besoin d'intimité, un tel besoin, ma couleur un peu de comment est-ce que j'ai envie de me connecter, tout simplement. Donc ce cheminement, il se fait pendant à peu près quelques mois. C'est vraiment pas si long, c'est quelques mois. Et puis je retrouve une amoureuse juste après. Je trouve. Donc tu as eu quelques mois d'exploration où est-ce que tu es allé sur des applis de rencontres? Ouais, j'étais sur des applis de rencontres, mais ça a rien donné. Ah oui. Ça n'a rien donné jusqu'à un moment où en fait on m'a conseillé complètement autre chose, une autre application de rencontre qui est moins ça s'appelle Turn Up, et qui est plus basée sur la musique, qui est pas forcément en mode on se rencontre en vue d'eux, mais plus en mode on se rencontre pour faire une activité commune qui nous plaît. Par exemple la musique, on va à un concert, des choses comme ça. La musique, c'est un fil rouge de ta vie. Ouais, bien sûr. C'est clair. Et donc, tu as rencontré des personnes par ce biais pendant ces quelques mois d'exploration. Ouais, c'est ça. Et puis voilà. Et puis, je trouve une personne avec qui ça se passe hyper bien. Un premier date. Et puis, je découvre de pouvoir parler, de pouvoir échanger, de pouvoir m'ouvrir il y a certains points communs qui font que justement il y a un peu un passé un peu semblable qui font qu'on se rapproche assez vite. Et moi du coup à ce moment-là je me dis mais en fait j'ai envie de partir d'ici parce que j'ai plus ma place du nord là où tu étais toujours en Belgique. J'ai envie de bouger.
Et je l'ai pas raconté, mais vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour un certain endroit dans le sud de la France, et je me dis c'est là que je dois être, quoi. Okay. Et puis il y a plusieurs personnes qui me le confirment d'une certaine manière, qui me disent ton choix il est déjà fait. Donc voilà, j'en fais part à cette nouvelle amoureuse et incroyablement elle me suit, alors qu'elle parle même pas français. Donc voilà, ça démarre une petite nouvelle vie, quoi. C'est là où j'en suis. Ok, voilà. Donc là tu es dans cette relation de couple, et du coup c'était une envie que t'avais, ou ça arrivait un peu par hasard de te remettre en couple à ce moment-là? Est-ce que le couple c'était quand même quelque chose d'important pour toi? Je pense même pas que c'était quelque chose que je recherchais, c'est quelque chose qui arrivait tout seul. Ouais, c'est arrivé tout seul, quoi. Ok. Et tu l'as accepté, tu l'as accueilli. Ah ouais, complètement. Ouais. Okay. Ouais. Sans frein, quoi, sans me dire mais non, je veux pas ça tout de suite. C'était ça coulait de source, quoi. Donc voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Trop chouette. Voilà. Est-ce que tu aurais encore, pour finir cette interview, un truc à partager, des choses qui sont vivantes pour toi aujourd'hui, ou te poses question sur ces sujets de l'amour, de la foi, de la sexualité? Vraiment, c'est ça, ce cheminement maintenant, c'est que c'est cette reconnaissance d'un Dieu qui inclut, quoi. Qui inclut d'autres sexualités, d'autres choses, pas forcément une sexualité qui soit reproductive et qui soit encadrée d'un truc qu'on se sente limité, quoi. Oui, on a la possibilité en tout cas de se sentir comme ça, parce que je vais pas en faire la règle que tous les mariages se vivent de la même façon, mais vraiment cette ouverture à vraiment à une spiritualité qui puisse accepter l'autre, en fait, tel qu'il est, dans sa différence, et que c'est ok de vouloir autre chose, de vouloir la réciprocité, et de vouloir être dans un échange qui soit réel, et pas un échange qui soit je fais les choses pour te plaire, ou pour Dieu, ou je fais les choses parce qu'on m'a dit qu'il fallait parce les qu'on m'a dit, comme ça. Ouais. Et donc quelque chose où vraiment on peut se retrouver et être soi-même, quoi. Des relations authentiques, enfin. Ouais. Et donc c'est ça que je vis actuellement, et c'est c'est un petit peu une nouvelle vie. C'est assez rose. C'est pas 100% rose, évidemment. Sinon ce serait pas la vraie vie. Non, évidemment, mais avec les difficultés, évidemment, d'autres choses, d'un changement de vie total, d'un changement de région, de se refaire. Qui finalement est pas si éloigné que ça. Ça fait quelques années là que. Ouais, c'est tout récent. C'est vraiment. Même d'avoir déménagé. C'est vraiment le déménagement, ça a eu lieu en 2024. Ouais. Donc c'est vraiment tout récent. Ça fait 1 an et demi, quoi. Ouais. Non, très bien. Merci beaucoup pour ta confiance et pour ce témoignage qui est important. Merci beaucoup. Merci à toi.